Je m'appelle Christian Guellerin, je dirige l'école de design depuis maintenant une vingtaine d'années. Et j'ai par ailleurs, il y a des gens qui sont en train de se placer encore, donc excusez-moi. Et par ailleurs, j'ai présidé il y a quelques années une association internationale d'écoles de design qui s'appelait Cumulus, 250 membres, écoles, universités de design dans le monde, dont des écoles très prestigieuses, le Royal College de Londres, le Pasadena Art Center, enfin un certain nombre d'écoles très très prestigieuses. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'avais donc la direction d'un réseau de 250 écoles, 250 directeurs d'établissements, recteurs et 250 définitions du design. C'est-à-dire que l'une des problématiques que nous avons quand nous définissons le design, c'est que les définitions sont extrêmement larges. Ça va des arts appliqués, de la création jusqu'à l'innovation. Ça va du traitement de problématiques sociétales jusqu'à des vélos électriques ou des choses comme ça. Donc tout ça est extrêmement large. Donc je vais essayer de faire une synthèse pour essayer de trouver une définition commune à tout cela. Alors, peut-être il faut commencer par définir ce qu'on entend derrière design en étant extrêmement prudent pour les raisons que je viens de vous donner, puisque effectivement, peut-être d'autres personnes dans la salle, designers, ont une définition différente du design, mais ce ne serait pas d'ailleurs très très grave, et ce serait l'occasion probablement d'un débat. Design vient d'un mot latin, designare. Designare a donné en français deux mots, dessiner, dessin, dessiner, et le mot dessin, D-E-2-S-E-I-N. Dessiner, c'est l'occasion de représenter. Le travail du designer, c'est un travail de représentation, de donner forme, de donner réalité, de donner objectivité à un certain nombre de produits, d'emballages, d'aménagement d'espace, de services dorénavant, puisqu'on parle de plus en plus de design de services, et de projeter finalement ces formes, cette représentation, sur la façon dont on va vivre demain. C'est-à-dire, le designer, son travail consiste à représenter et à projeter, mais je reviendrai sur le mot projeter, à représenter l'ensemble des usages de demain, la façon dont on va vivre demain compte tenu des évolutions des différents contextes sociologiques, économiques, écologiques, etc., etc. Le travail du designer consiste à rendre réel, rendre objectif, rendre d'aventure acceptable des scénarios de demain. Et évidemment, il va se projeter dans cette affaire-là. Et la moindre des choses, si on est un homme ou une femme de bien, et les designers sont des hommes et des femmes de bien, c'est d'envisager que d'aventure, compte tenu des modifications de contexte et compte tenu du fait que le travail consiste à se poser la question de comment on va vivre demain, eh bien de le faire dans le sens du progrès. C'est la moindre des choses. Donc on va interpréter les différents contextes, les évolutions du contexte, et on va se projeter et on va appliquer ça aux produits, aux emballages, aux aménagements d'espace, etc., etc., etc. Donc dans tous les domaines. Alors certains d'entre vous pensent que le design serait circonscrit aux belles tables, aux belles chaises, aux belles lampes. Eh bien c'est vrai qu'on fait des belles tables, des belles chaises et des belles lampes, mais en fait le design n'est pas circonscrit à ces domaines-là. Pourquoi on parle de ça? Parce que l'origine du design en France, c'est les arts appliqués, c'est le travail de l'artisanat. Mais aujourd'hui, le design, beaucoup plus large, s'applique à absolument tous les domaines. On parle de design de la ville, on parle de design des politiques publiques. Je reviendrai sur ces différentes notions. Donc un travail de représentation. Et à partir du moment où on représente et on spécule sur comment on va vivre demain, eh bien on est amené à créer, pour une raison très simple, c'est que demain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Donc on est amené à créer demain. Alors, il faut être très prudent, parce qu'on n'est pas dans la création pure, on est dans l'interprétation des signaux que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions technologiques, on est dans l'interprétation de ce que ces évolutions technologiques vont nous permettre de faire demain matin de nouveau.
Mais évidemment, on est dans un métier de création puisqu'on est dans une projection du futur. Alors pour vous donner la puissance même du design et pour bien vous faire sentir ça, je vais revenir à un projet qui est en train de rebondir en ce moment même à l'école. Il y a 15 ans, 16 ans, une société qui s'appelle France Télécom est venue nous voir, ils sont devenus Orange, France Télécom est venue nous voir en disant voilà, évolution technologique, on a désormais de la vidéo et du son à disposition sur nos portables et on en aura de plus en plus. Et si l'on mettait de la vidéo et du son sur les pierres tombales, c'est-à-dire on va animer, scénariser des pierres tombales. À l'époque, c'est une incongruité totale. C'est une incongruité totale et en termes de réflexion marketing, il n'y a pas de marché. Donc difficile de se projeter quand on est quelqu'un de marketing parce qu'il n'y a pas de marché dans cette affaire. C'est-à-dire les gens qui vont au cimetière vous disent « nous, on n'est pas là pour regarder la télé », les gens qui gardent les cimetières sont « nous, on n'est pas réparateurs télé », et les gens qui sont dans les mairies et qui gèrent l'espace public se disent « un cimetière, c'est pas fait pour ça ». Donc il n'y a pas de marché. Que va faire le designer? Il va prendre le problème totalement différemment. Il va dire, si d'aventure il y avait de la vidéo et du son sur les pierres tombales, voilà ce que cela pourrait être, voilà à quoi cela pourrait servir. Et moi, je me souviens très bien de ce projet. J'avais perdu mon père il y a quelques années. Je me suis posé la question, évidemment, pour moi. C'est-à-dire, est-ce que, pour moi, la tombe de mon père, si elle était scénarisée, est-ce que ça aurait un intérêt? À partir du moment où vous posez cette question-là, vous avez déjà la réponse. Ben oui, parce que vous allez chercher l'intérêt que vous y trouveriez, que vous voudriez y trouver, évidemment. Et très honnêtement, moi, je n'ai pas besoin de voir mon père parce que je me souviens de la tête de mon père, j'ai des photos. En revanche, je suis incapable de reconstruire intellectuellement la voix de mon père. Si je réécoute la voix de mon père 40 ans plus tard, je dis oui, c'est lui. En revanche, intellectuellement, vous savez ce qu'on appelle les sens nobles et les sens ignobles. Les sens nobles, c'est ceux qu'on peut reconstruire intellectuellement. Les sens ignobles, c'est ceux qu'on ne peut pas reconstruire intellectuellement. Vous mangez une fraise, vous savez que c'est une fraise. Vous ne pouvez pas reconstruire intellectuellement le goût de la fraise quand vous n'avez pas une fraise dans la bouche. Bon. Eh bien, je ne me souviens pas et je ne peux pas reconstruire intellectuellement la voix de mon père. Et d'ailleurs, je n'ai pas de mots pour la définir, la voix de mon père. Ça va jusque-là. Est-ce que ça m'intéresse un endroit, à vrai dire, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas, mais est-ce que ça m'intéresse un endroit sur lequel je pourrais effectivement me recueillir, un endroit sacré, parce que je pourrais me passer les enregistrements de mon père tous les matins, mais bon, c'est pas très intéressant, puis mon père me manque, mais pas à ce point-là, pas au point de devenir une obsession, mais un endroit sacré sur lequel j'aurais la voix de mon père. Et puis évidemment, la spéculation derrière, et c'est là le boulot du design de représentation. Alors quand j'entends représentation, c'est dessiner, mais c'est spéculer derrière, c'est tout le storytelling des scénarios qu'on peut enclencher derrière. C'est ça le design, hein, quand je parle de représentation. C'est évidemment le travail de la main, hein, et pour tous les designers qui sont là, vous savez combien c'est fondamental, parce que le travail de la main, plus on est habile à dessiner et à faire des formes, plus à un moment donné, vous avez des chances de toucher au sublime, c'est-à-dire que le crayon aille au-delà de l'intention. Et là, on est dans la création pure, on est dans le sublime total, on s'approche de Dieu pour ceux qui y croient, ou de quelque chose qui nous dépasse. Eh bien, pour revenir à mon père, évidemment, est-ce que je souhaiterais que mon père, par ciné et vidéo et son interposés, me laisse un message? C'est-à-dire laisse une trace, rien que pour moi. Alors ce projet est très intéressant parce que technologiquement, il y a la technologie, donc rupture technologique, on a une technologie qu'on n'avait pas avant. Marketing, il n'y a pas de marché. Le designer va spéculer au-delà de cela, si d'aventure ça existait, voilà ce que cela pourrait être. Donc il rend réel, objectif,
et d'aventure acceptable, des choses qui n'existent pas. Et sur lesquelles, évidemment, les gens vont pouvoir ordonner la façon dont ils vont vivre demain. La société, les entreprises. Pourquoi ce projet rebondit? Parce qu'on travaille en ce moment à l'école avec un village, petite ville, je ne sais pas comment il faut dire, 5-6 000 habitants, qui s'appelle Malicorne-sur-Sarthe, en ce moment-là. Malicorne-sur-Sarthe est une ville, comme beaucoup de villes de campagne, totalement désertée. Plus de commerce, la poste c'est le bureau de tabac, mais quand il n'y aura plus de bureau de tabac, il n'y aura plus de poste, boulangerie, restaurant, tout le monde est en train, peu ou prou, de déserter. Et pour une raison très simple, les urbanistes y avaient peut-être pensé, ou je ne sais pas, mais il y a l'autoroute entre Angers et Le Mans, plus personne ne passe dans ce village, tout le monde prend l'autoroute. Comment on fait pour que les gens quittent l'autoroute, prennent la bretelle et passent dans Malicorne? Est-ce que le cimetière n'est pas le lieu pour reconstruire une vie à l'intérieur de cette ville, en faire un lieu de vie, c'est-à-dire faire parler, la chose est un peu triviale, faire parler les morts au fond, ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous livrer. C'est le monument aux morts, c'est le député de la Troisième République que tout le monde a absolument oublié, mais qui est là, le poète du 19e que tout le monde a oublié, mais qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas là l'occasion de recréer de la vie? Avec un enjeu qui est pour Malicorne, mais un enjeu qui aujourd'hui, alors le Covid s'est emparé de ça, c'est-à-dire un enjeu qui est bien au-delà de cela, qui est comment je vais réussir à recréer la vie dans des villages à 50 km, 100 km des métropoles, au moment où se pose le problème de l'hypermétropolisation. C'est-à-dire le Covid vient de révéler ça, c'est-à-dire que les maires de toutes les grandes villes s'enorgueillissaient depuis 10 ans de gagner 10%, de 15% de population. Ça témoignait de la vivacité culturelle, économique des villes, sauf qu'aujourd'hui, on commence à se poser la question de savoir si tout ça est bien raisonnable et s'il n'est pas plus convenable d'aller vivre à 20 km, 30 km, 40 km des métropoles. Tout ça ne sera possible, évidemment, qu'à la condition de recréer de la vie dans ces villes de campagne. Et donc, vous voyez la puissance du design qui ne s'oppose pas au marketing, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir trouver des débouchés économiques, soyons lucides sur cette affaire-là. Mais le marketing nous dit, il n'y a pas de marché, le design est une spéculation sur cette façon dont on va vivre demain pour le représenter, le rendre objectif et d'aventure acceptable. Alors quand les entreprises viennent nous voir, elles viennent nous voir pour traiter des problématiques de cette nature-là. La société change, comment on va vivre demain? On a travaillé avec une entreprise qui est une entreprise importante dans la région, qui est une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des chaussures. Et cette entreprise, savoir-faire exceptionnel et un modèle économique de diffusion de ces chaussures sur des magasins, je ne vous dis pas le nom, mais ce sera facile à retrouver, sur des magasins de proximité. Il y en a dans absolument toutes les villes avec une image de marque extrêmement forte. Et puis, il y a 10-15 ans, sont arrivées les plateformes virtuelles de vente de chaussures. Et cette entreprise, évidemment, elle a dit, mais ça ne nous concerne pas, cette affaire-là. Pour une raison très simple, c'est qu'on a des magasins de proximité et jamais on achètera des chaussures sur des plateformes virtuelles. Pour une raison simple, c'est que les chaussures, il faut les essayer. Donc ça ne nous concerne pas, la révolution technologique, les plateformes virtuelles. Force est de constater qu'ils se sont plantés. Comme nous tous d'ailleurs, probablement. Comme nous tous. Mes filles achètent leurs chaussures sur des plateformes virtuelles de pointure. Elles en renvoient une, ça ne pose plus aucun problème à tout le monde.
Cette entreprise vient nous voir en nous disant, est-ce que, là encore, c'est-à-dire modification du contexte technologique, est-ce que vous pourriez faire en sorte de réfléchir sur ce que serait une chaussure connectée? Chaussures connectées. Vous à moi, on s'en est passé pendant 5000 ans, les chaussures connectées, je ne suis pas sûr que ce soit utile, dit comme ça. On a travaillé, là encore, pas de marché. C'est-à-dire, personne n'est venu voir en disant « je veux une chaussure connectée ». Bon, pardon, moi je suis aussi connecté, je vous prie de m'excuser. Et donc, ils sont venus voir en nous disant « je veux une chaussure connectée, dites-moi ce que c'est qu'une chaussure connectée ». Donc on a commencé à travailler sur les chaussures connectées. Et puis, des étudiants un peu plus malins que les autres ont commencé à dire bah, écoutez, on pourrait porter une chaussure et puis par porosité de la peau, peut-être qu'on pourrait faire un suivi médicalisé longitudinal de la personne qui porte les chaussures. Et puis en continu, on pourrait avoir la pression sanguine, le rythme cardiaque, le taux de triglycérides, les gamma-GT, enfin, etc., 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 quoi. Ben oui, pourquoi pas? La technologie nous permet de faire ça. Bon, je vous avoue que la société en question, elle n'avait jamais pensé à ça. Alors c'est intéressant parce que dans cette spéculation de scénarisation, d'ailleurs, ça pose les questions du rapport à la médecine. Aujourd'hui, vous êtes responsable de la maladie que vous avez. C'est-à-dire, vous allez voir le médecin une fois que vous avez les symptômes. Vous avez les symptômes grippaux, vous allez voir le médecin. C'est-à-dire, c'est vous, au fond, qui déterminez si vous avez la grippe ou pas. Je caricature, je schématise, mais c'est comme ça que ça se passe. Sauf que là, ça va se passer différemment. C'est-à-dire, c'est le médecin qui va vous appeler le mardi pour vous dire « Madame, monsieur, vous serez malade mercredi ». Parce qu'il aura un suivi chez lui, longitudinal, de votre dossier médical, de votre pression sanguine, de votre machin, etc., etc., etc. Bon. Donc ça pose la question effectivement du rapport au médecin. Mais pour la société en question, c'est une vraie révolution. Son métier, c'était concevoir, produire, vendre des chaussures. Mais demain matin, la chaussure, peut-être qu'il la vend plus, il la donne et il vend le service médicalisé. C'est-à-dire cette société est en train de se dire, mais mon métier, c'est peut-être plus de vendre des chaussures, c'est de vendre du service médicalisé. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, et c'est là où on sent que le design dans cette spéculation devient stratégique pour les entreprises. C'est-à-dire que cette société commence à spéculer sur le fait que d'aventure, son modèle économique qui consistait à vendre des chaussures, eh bien, pourrait évoluer. C'est-à-dire, cette entreprise demain va peut-être devenir le premier médecin de France. Donc on travaille pour des tas d'entreprises qui font ça. Et on vit tellement de ruptures radicales en ce moment que c'est pain béni pour les designers parce que on est tous en train de se poser la question de comment on va vivre demain. On travaille pour une compagnie d'assurance, la Maïf. La Maïf vend des assurances de voitures. Demain, les voitures sont sans chauffeur téléguidé. Il n'y a plus d'accident. S'il n'y a plus d'accident, il n'y a plus d'assurance. La Maïf est morte. La Poste, modèle industriel formidable, la Poste, son boulot, c'est de trier le courrier. Champion du monde du tri du courrier. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de courrier. Les mails sont arrivés, ils perdent 6, 7, 8% de marché par an. Et donc, la Poste vient nous voir en disant « Si mon métier, c'est de trier le courrier, je suis mort. Dites-moi ce que je pourrais faire d'autre que trier le courrier. » Et donc, ça suppose de revoir le modèle de la Poste. D'abord, de réinterpréter son métier, parce que la Poste, on vous a dit que c'était trier le courrier, parce que dans une acception industrielle de son métier, c'était trier le courrier. Sauf que la Poste, peut-être que son métier, c'est d'entretenir un lien social avec toute une population d'un territoire tous les matins. Auquel cas,
il faut spéculer sur l'ensemble des services qu'on pourrait apporter à toute cette population du territoire tous les matins. Et donc toutes les entreprises viennent nous voir pour cela, c'est-à-dire aidez-nous à spéculer sur des scénarios du monde de demain. Alors c'est très bousculant, parce que l'ensemble des salariés de la Poste, historiquement, ils se sont enorgueillis sur le fait de leur savoir-faire industriel, et c'est bien normal. On sait trier le courrier, on est champion du monde. Sauf que demain, peut-être que c'est plus ça. Je me souviens, nous avions travaillé avec une entreprise pas loin d'ici qui s'appelle Manulatex. Manulatex fait du tissage de fil d'acier. Tissage de fil d'acier, et faisait des gants de boucher, des cottes de mailles de boucher. Champion du monde. Modification de l'environnement économique, globalisation, les Chinois faisaient la même chose pour 2 fois, 3 fois, 4 fois moins cher. Alors souvenez-vous, beaucoup d'industriels n'ont pas vu ça, parce qu'il y a 30, moi je suis d'une génération où il y a 30 ans, on disait les Chinois ils feront jamais aussi bien que nous. Bon, ils ont mis 10 ans à faire aussi bien, il faut être allé en Chine et voir les usines ultramodernes pour savoir que les Chinois font aussi bien que nous, et il se trouve qu'ils font moins cher. Alors, je ne fais pas de politique en disant c'est bien, c'est pas bien dans cette affaire, c'est pas mon propos. Mon propos est de dire voilà ce qu'est aujourd'hui la concurrence internationale. Et Manulatex est venu nous voir en disant le problème c'est qu'est-ce que je peux faire avec mon tissage de fil d'acier si ce n'est pas des cottes de mailles et des gants de boucher. Et on a commencé à travailler avec eux sur des habillages de lumière en tissage de fil d'acier, sur des murs de séparation d'open space en fil d'acier, sur des décorations et des rideaux de fil d'acier dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, etc. etc. C'est-à-dire que Manulatex, le spécialiste du gant de boucher, est devenu, ils font toujours ça, hein, est devenu un acteur de la décoration intérieure. Sauf que c'est une vraie révolution chez eux. Parce que quand vous expliquez au personnel que demain matin, ils vont passer de la boucherie, des abattoirs, à la décoration intérieure, ils vous disent « mais t'es zinzin ». D'autant que les commerciaux de cette entreprise, on peut supposer qu'ils viennent de la boucherie, ils ont été recrutés par compétences liées à ce secteur d'activité. Le directeur marketing, c'est probablement historiquement, comme dans beaucoup de PMI, PME, je ne sais pas, mais on pourrait le spéculer là-dessus, si vous voulez bien, à titre d'exemple, le meilleur des commerciaux, reconnu, payé à la commission sur sa capacité à pénétrer le marché des boucheries et des abattoirs, ce qui historiquement le connaît le mieux. Et vous lui dites demain, tu vas faire le salon maison et objets. Mais il vous dit, mais t'es fou. Donc, d'autant qu'en plus, ça va être très compliqué pour cette entreprise et pour beaucoup d'autres, parce qu'ils sont assis sur des conventions collectives qui sont liées à l'industrie de la boucherie, et il va falloir qu'ils se posent les questions de la convention collective des entreprises de l'aménagement. Et donc, vous voyez que tout ça était extrêmement compliqué. Et c'est là où le design devient discipline de management, c'est que le simple fait de représenter des abat-jours, des rideaux et de dire « eh bien, voilà, tu sais faire ça, et tu ne le savais pas », devient un outil de management parce que le fait de rendre réel est particulièrement déterminant si l'entreprise doit se retourner en termes d'activité. C'est essentiel. Donc à la fois la puissance du design, à la fois une discipline stratégique et à la fois une discipline de management. Alors techniquement, on représente, et qu'est-ce que c'est qu'un designer aujourd'hui? C'est quelqu'un qui est en capacité, en capacité de mettre autour de la table des ingénieurs, les ruptures technologiques, les marketeurs, les ruptures de marché, des philosophes, des sociologues, des biologistes, et tout un tas de compétences, et de faire travailler tous ces gens-là ensemble, de partager autour d'une spéculation et d'une représentation de la façon dont on va vivre demain. C'est ça le design. Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'on vit dans un climat
extrêmement anxiogène de mutation radicale. Déclin des valeurs de la morale et déclin des valeurs du sacré en Occident. Déclin des valeurs de la morale, il y a 50 ans, je rentre dans un restaurant, je tiens bien fort la main de ma maman, je glisse sur une frite. Que fait ma mère? Elle me gifle. Elle m'envoie une baffe et elle me dit « Christian, fais attention où tu mets les pieds ». Ce jour-là, ma mère m'apprend la responsabilité, ma mère m'apprend la liberté. Tu es responsable de là où tu mets les pieds et tu dois faire attention. Elle m'apprend la liberté. Si tu es responsable de là où tu mets les pieds, alors tu pourras aller où tu veux. Il n'y a pas de loi là-dedans, hein. Il n'y a pas de juridique. Il y a de l'éducation, il y a de la morale, il y a quelque chose qui nous dépasse totalement. Aujourd'hui, je rentre dans un restaurant, je tiens bien fort la main de ma maman, et si ma mère glisse sur une frite, elle ne va pas s'en remettre, la pauvre, mais de ma fille, pardon, elle glisse sur une frite, hein. Qu'est-ce que je fais? Je demande $1 million au patron du McDonald's qui a mis une frite ou a oublié de balayer la frite. C'est-à-dire, la loi prend le pas sur la morale. Et c'est extrêmement anxiogène parce que du coup, nous sommes responsables de tout et nous ne pouvons pas invoquer quelque chose qui serait au-delà de nous pour expliquer ce que nous ne pouvons pas comprendre. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le Covid, c'est quand vous prenez l'histoire de toutes les pestes, enfin tous les fléaux qui sont, etc. On a toujours invoqué, dans l'Occident, on a toujours invoqué Dieu. C'est-à-dire c'était le fléau de Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas quelque chose, c'était Dieu qui avait, etc. Bon, ouais. Là, on n'en a pas du tout parlé, c'est-à-dire on est responsable de tout, là. Alors c'est extrêmement anxiogène, parce qu'on est responsable de tout, mais d'un autre côté, on ne sait pas quoi faire. Déclin des valeurs du sacré. Quand j'entends les valeurs du sacré, ce sont les valeurs pour lesquelles on pourrait se sacrifier. Vous savez, sacré, sacrifier, c'est la même origine. Eh bien, aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que dans l'Occident, là, on ne se sacrifie plus pour la religion, hein, parce qu'historiquement, on se sacrifiait pour ça. On ne se sacrifie plus pour la patrie, c'est-à-dire tous les gens qui sont en face de moi et qui ont 20 ans, je pense que pour eux, ce serait une incongruité que de se sacrifier pour la patrie. On ne se sacrifie plus. La seule valeur qui nous reste, c'est les valeurs de la famille, c'est-à-dire qu'on pourrait se sacrifier pour nos enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on touche à la famille de près ou de loin, et là encore... Pardon, excusez-moi, je l'éteins. Ce n'est pas éteint, excusez-moi. La seule valeur qui nous reste, c'est effectivement la famille. On pourrait se sacrifier. Et là, évidemment, chaque fois qu'on touche à la famille, tout ça fait énormément de buzz, hein, toutes les lois qui ont été votées cet été, parce qu'effectivement, on sent bien que même là, il y a une incertitude sur le sacré qui serait lié à cette dernière valeur. Déclin des valeurs de la morale. Deuxième chose qui me paraît très intéressante, c'est l'émergence d'une conscience écologique. Là aussi, c'est extrêmement anxiogène parce que d'abord, on nous annonce que dans 100 ans, la planète, c'est fini, hein. Réchauffement climatique, et puis c'est tous les jours, en ce moment c'est Covid tous les jours, mais avant c'était réchauffement climatique tous les jours. Et 100 ans, c'est dans une échéance de temps extrêmement courte. C'est-à-dire que moi, je ne verrai pas ça, mais mes enfants qui ont 20 ans le verront peut-être. Parce que les gens qui sont dans la salle, qui ont 20 ans, vont peut-être vivre 120 ans. Et donc, ça devient extrêmement anxiogène. D'autant qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et d'autant que l'émergence écologique, elle est duale. C'est-à-dire qu'il
il y a l'écologie naturaliste et le déclin, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de consommer. Et comment ne pas entendre les gens qui disent ça, hein, voilà. Et puis vous avez une écologie plus progressiste et plus liée à l'innovation, c'est-à-dire comment on va économiser les ressources. Alors, si je vais très prosaïquement, vous achetez un lave-vaisselle, eh bien, vous avez d'un côté les naturalistes qui vous disent ça consomme de l'eau, donc c'est terminé le lave-vaisselle, et une fois que vous avez un lave-vaisselle, il faut le garder 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Donc c'est la mort de toute l'industrie du lave-vaisselle. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui réfléchissent à comment on fait des lave-vaisselle que l'on continuerait à acheter tous les 3 ans, mais avec une consommation de ressources zéro, c'est-à-dire recyclage systématique de l'ensemble des matériaux pour qu'il n'y ait pas de consommation de ressources. Mais là, on est très embêté. Qui croire, que croire dans cette affaire? Est-ce qu'il faut arrêter de consommer ou est-ce qu'il faut continuer à consommer comme nous avons consommé jusqu'à maintenant, différemment? Et personne n'a raison, personne n'a tort dans cette affaire-là. Je lisais juste tout à l'heure l'histoire du sapin de Noël à Bordeaux. C'est-à-dire, moi j'entends très bien qu'un arbre mort, ça puisse choquer, etc. Ça ne me pose pas de problème. Sauf que derrière, évidemment, tous les agriculteurs qui produisent des sapins disent « Mais attendez, c'est notre mort à nous ». Hein, donc le déclin naturaliste et puis derrière avec les dégâts et puis derrière il faut peut-être réfléchir différemment le renouvellement de la forêt des sapins. Et encore une fois, je ne fais pas la morale dans cette affaire, je ne dis pas ce qu'il faut faire, hein, donc je ne sais pas. Donc l'émergence d'une conscience écologique. L'arrivée des nouvelles technologies me paraît extrêmement important, ça perturbe absolument tous les secteurs d'activité, et là aussi générateur d'une très grande angoisse, c'est-à-dire que est-ce que tout ça nous procure du bonheur ou pas? Eh bien écoutez, sincèrement, je n'en sais rien. Il y a 30 ans, on n'avait pas de téléphone portable, aujourd'hui on serait incapable de s'en passer. Il y a 30 ans, on disait jamais je n'aurai un portable ou un mobile parce que j'ai pas du tout envie qu'on sache où je suis tout le temps. Et puis d'un autre côté, personne d'entre nous ne pourrait s'en passer. Donc tout ça est extrêmement angoissant sur ce qui serait de l'ordre du bien ou du mal. Et puis dernière chose, et qui me paraît finalement le plus important, mais dont on parle le moins, c'est l'arrivée des robots, qui me paraît extrêmement anxiogène. Extrêmement anxiogène. Parce que les robots nous posent la question de notre humanité. L'émergence écologique, c'est la question de l'avenir de la planète. Les robots, c'est l'avenir même de l'humanité. J'ai un accident, on me coupe une jambe, on me met une jambe bionique. Est-ce que je suis encore humain? Ah oui, je suis encore humain. J'ai pas de chance, je reprends mon vélo, j'ai un accident, je perds ma deuxième jambe, on me met une deuxième jambe bionique. Est-ce que je suis encore humain? Ah oui, je suis encore humain, évidemment, pour tout le monde. Sauf que si ces deux jambes bioniques me permettent de courir plus vite qu'Usain Bolt, est-ce que je suis encore humain? C'est une vraie problématique. C'est-à-dire les robots remettent en cause notre propre humanité. D'autant que les robots demain vont devenir intelligents, et plus intelligents que nous. Alors, il faudrait définir évidemment ce que c'est que l'intelligence. Mais vous vous souvenez, il y a 30 ans, 40 ans, pour ceux qui n'étaient pas nés, je vous informe, le summum de la représentation, de l'incarnation de l'intelligence, c'était le champion du monde d'échecs. C'était vraiment l'incarnation de l'intelligence. Aujourd'hui, ce même champion du monde, il ne lui viendrait pas à l'idée d'affronter une machine parce qu'il perdrait à chaque fois. Le jeu de Go, pareil, c'est-à-dire le champion du monde de jeu de Go est battu systématiquement par les machines. C'est-à-dire que les machines sont en train de se substituer
dans l'incarnation de l'intelligence. Et puis demain matin, on aura des robots qui seront sensibles. Aucune raison de penser qu'ils ne le soient pas. Et si l'amour consiste effectivement à renvoyer ce qu'on attend de la sensibilité de l'autre, après tout, on apprendra aux robots à renvoyer de la sensibilité. Ah Christian, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que je t'aime, peut-être que ça suffira à mon bonheur. C'est totalement désespérant. Mais vous comprenez bien cette affaire-là. Alors très prosaïquement, qu'est-ce qui va se passer? On travaille avec une entreprise ici qui s'appelle Silke. Silke fait des avatars. Donc vous passez dans une cabine photomaton, vous êtes photographié 350 fois, et puis 5 minutes après, vous avez sur une clé USB votre avatar, c'est-à-dire votre mini-moi virtuel, articulé. Donc avec ça, et puis les designers qui sont là pourraient vous le dire, avec ça on peut vous mettre dans n'importe quel jeu vidéo et vous devenez un super-héros. C'est absolument formidable, moi personnellement j'ai passé l'âge, mais vous devenez un super-héros. Demain, ce même avatar ira sur les plateformes virtuelles acheter les produits de grande consommation dont vous aurez besoin. C'est-à-dire que vous n'irez plus acheter vos chemises dans un magasin, vous enverrez votre avatar sur une plateforme virtuelle, comme il aura vos propres dimensions, patrons, etc., eh bien, il ira vous acheter les 3 chemises dont vous avez besoin. Pour peu que vous le dotiez d'une intelligence, eh bien, vous allez lui dire « je veux 3 chemises blanches », il va revenir avec une verte, une noire et une blanche, parce qu'il saura que dans votre placard, il y a suffisamment de blanches et qu'il entend vous conseiller sur la couleur des chemises. Tout ça est terrifiant, mais je ne suis pas en train de vous raconter des blagues, c'est comme ça qu'on va vivre demain quand même. Et tout ça nous pose la question, évidemment, de notre propre humanité. Avec des grandes angoisses, on a des conflits en ce moment, des grands débats sur la reconnaissance faciale, par exemple. C'est terrifiant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des caméras partout dans les villes, dans les endroits qui vous reconnaissent et qui sont capables de dire exactement où vous êtes, à quel moment, ce que vous faites. Tout ça est totalement terrifiant, tout ça est un monde d'intelligence artificielle qui menace notre humanité. Donc, au fond, 3 choses, à la fois la morale et dans une certaine mesure le défaut de Dieu, défaut de quelque chose qui nous dépasse. Quand je dis Dieu, je ne l'incarne pas, hein, je ne parle pas d'un Dieu ni catholique ni autre chose, je dis simplement quelque chose qui nous dépasse et qui nous permettrait finalement de nous référer pour gérer les choses que nous ne comprenons pas ou sur lesquelles nous avons nos interrogations. L'émergence d'une conscience écologique sur laquelle il y a 2 branches et on ne sait pas trop où naviguer, et puis l'arrivée de ces robots sur lesquels on va évidemment se précipiter, puisque c'est l'occasion de résoudre une problématique très nietzschéenne du surhumain, c'est-à-dire c'est l'occasion d'être surhumain, c'est-à-dire de dépasser nos capacités. C'est comme ça qu'on va le voir, c'est-à-dire qu'on va, les entreprises qui travaillent sur des exosquelettes pour effectivement nous permettre de soulever des charges d'1 tonne, ce que nous ne pouvions pas faire jusque-là. Donc on va aller là-dedans. L'histoire des avatars, c'est résoudre un problème qui se pose à l'humanité depuis qu'elle est humanité, c'est l'ubiquité. Je suis à 2 lieux au même moment. Donc on va y aller. Mais on voit bien cette angoisse derrière et cette anxiété derrière. Donc des mutations radicales d'environnement qui nous posent les questions de notre humanité et qui sont extrêmement angoissantes. Alors ben évidemment, on vient voir les designers, c'est dites-moi comment ce sera demain, représentez-moi comment ce sera demain. Et les entreprises s'en réjouissent, j'ai donné des exemples parce qu'elles sont dans la même anxiété sur le flou, sur la façon dont on va vivre demain. Et puis on est en train de changer
de paradigme industriel. On a vécu pendant 150 ans sur un paradigme industriel qui était le paradigme modélisé par Taylor au début du siècle dernier, qui était le management, ce qu'on appelle le management scientifique. Je vous la fais courte, c'est comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Et toute l'industrie a fonctionné sur ce paradigme, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire, c'est-à-dire plus vite, en bénéficiant des effets d'apprentissage, c'est-à-dire plus je fais de choses, plus j'ai des chances que ce soit de qualité. Et puis, si j'ai besoin d'un chiffon pour faire un Airbus, si j'en fais 10, j'ai toujours besoin d'un chiffon. Donc évidemment, je vais gagner en termes de valeur ajoutée, plus je me développe et plus je fais de produits. Puisque j'ai toujours besoin que d'un seul chiffon, que je fasse un Airbus, 10 ou 100. Donc le prix du chiffon ramené à l'Airbus est extrêmement intéressant, plus j'en fais. Donc on a fonctionné sur ce modèle-là. Comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Les gens qui sont dans la salle et qui sont à des positions professionnelles depuis une vingtaine d'années ont travaillé comme moi sur les process de qualité. Qualité totale, ISO 9000, je ne sais pas combien, etc. etc. Hein, c'est-à-dire, c'était exactement l'incarnation de ce modèle-là, c'est-à-dire comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Et si je le fais de mieux en mieux, j'ai des chances de le faire un peu mieux que mon concurrent, donc je vais pouvoir prendre un peu de part de marché, un peu plus de valeur ajoutée, ce qui va me permettre effectivement de faire un peu plus de promotion, un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Bon, voilà. Sauf que les Chinois sont arrivés. Quand je dis les Chinois, c'est d'autres. Hein. C'est-à-dire que, bon. Et que ce modèle-là, pour la Poste, pour Manulatex, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que pour Manulatex, j'aurais beau faire de mieux en mieux ce que je sais faire, je ne ferai jamais au même prix que les Chinois. Alors on peut le déplorer, hein, mais n'empêche que c'est la vérité. Donc autrement dit, ces entreprises sont contraintes à un moment donné à envisager un autre paradigme. C'est le paradigme de l'innovation. C'est-à-dire comment, avec ce que je sais faire, je suis en capacité de faire autre chose. Et tout le temps. Quitte à totalement changer de métier. Quitte à totalement, c'est le cas, je vous ai donné le cas de la Maïf, hein, ou le cas de cette entreprise de chaussures. Comment je mets en place un système de management qui me permet de rebondir sur d'autres secteurs d'activité, d'autres produits auxquels je ne suis pas habitué et sur lesquels je n'ai pas ordonné historiquement mon process industriel. Donc changement de paradigme, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire, il faut continuer à faire très bien ce qu'on sait faire, c'est la moindre des choses, mais comment je passe de ce paradigme-là à un autre qui est comment je suis en capacité de faire autre chose et tout le temps. Et c'est très compliqué, je vous ai donné l'exemple d'une entreprise où quand vous dites aux gens aujourd'hui tu fais ça, demain tu feras autrement, eh bien c'est effectivement très très angoissant. Nous travaillons dans un milieu qui est le milieu de l'éducation. Quand j'enseignais à l'université il y a quelques années, j'arrivais sur l'estrade, il y avait un amphi, c'est moi qui savais. C'est moi qui savais. Victor Hugo est né en 1802. Moi qui savais. Voilà. Aujourd'hui, quand je monte sur une estrade, c'est plus moi qui sais. Parce que j'ai 150 étudiants qui ont la plus grosse encyclopédie du monde sur la table, et que eux, si je dis Victor Hugo est né en 1802, ils vont regarder tout de suite. Donc, je n'ai pas intérêt à me tromper. Et ils sont devenus, dans une certaine mesure, en capacité d'être, à l'instant T, plus sachants que moi. Et la question qui nous est posée, nous, c'est quel rôle l'éducation dans cette affaire-là? C'est-à-dire quel métier demain, si effectivement, dans une certaine mesure, pas pour tout, évidemment, pas pour tout, mais dans une certaine mesure, nous ne sommes plus en capacité d'incarner le savoir et la connaissance. Alors, il y a des secteurs d'activité sur lesquels on va garder le lead pendant un certain nombre d'années,
Mais il y a tout un certain d'activités, je parle en particulier des nouvelles technologies, c'est-à-dire tous les mômes qui sont nés avec des pads dans la main, des mobiles, etc., alors que ce n'était pas notre culture, bah effectivement, ils nous dépassent déjà. Quel est le rôle? C'est-à-dire comment on passe de ce métier d'éducation à un autre métier d'éducation d'une nature totalement différente. Enfin, rupture des paradigmes marketing, alors j'ai évoqué ça tout à l'heure. Nous vivons sur un paradigme marketing qui est lié à la société de consommation. L'un des piliers du marketing, c'est le renouvellement du marché. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une entreprise vend un lave-vaisselle, elle génère de la valeur ajoutée. C'est-à-dire la valeur ajoutée, c'est le prix du lave-vaisselle moins ce qu'a coûté le lave-vaisselle, si je schématise. Et cette valeur ajoutée, elle est distribuée. C'est-à-dire elle est distribuée aux employés, aux salariés, aux banques pour remplacer, pour les emprunts, à l'État sous forme de taxes pour faire des routes, etc., payer la sécurité sociale, les retraites, etc., 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 et puis aux actionnaires. Valeur ajoutée. Bon. Et société de consommation fonctionne à la condition qu'il y ait un renouvellement des marchés. Donc vous achetez un lave-vaisselle, 3 ans plus tard, il casse, vous rachetez un lave-vaisselle, génération de valeur ajoutée, répartition de cette valeur ajoutée. C'est comme ça que ça fonctionne, l'économie basée sur la société de consommation. Et c'est vertueux. Les Américains avaient modélisé l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vend un lave-vaisselle, ça génère de la richesse, et donc, faut que ça fonctionne, faut que ça tourne. Donc l'obsolescence programmée, on va mettre une puce à l'intérieur du lave-vaisselle pour qu'au bout de 3 ans, ça pète. Et puis c'est irréparable. C'est-à-dire que vous allez acheter la pièce dans un truc, vous ne savez pas où c'est, à Carquefou ou ailleurs, et puis de toute façon, ça ne se fait plus. Et quand vous trouvez enfin la pièce, elle coûte 280 €, il vaut mieux racheter un lave-vaisselle, quoi. Enfin, en clair, je suis en train de vous décrire des choses qu'on vit tous les jours. Bon. Sauf que tout ça, c'est plus raisonnable, parce qu'il faut économiser les ressources. C'est même inadmissible. C'est-à-dire que votre responsabilité, si vous pouvez garder votre lave-vaisselle 15 ans, c'est de le garder 15 ans. Évidemment. Ou alors, faire en sorte que le lave-vaisselle sera totalement recyclé, auquel cas, il n'y aura pas de gaspillage de ressources. Mais là, on n'en est pas encore là. Donc, gardez votre lave-vaisselle 15 ans. En plus, on va totalement changer d'économie. C'est-à-dire que votre lave-vaisselle aujourd'hui, et je vous annonce, c'est une honte, il fonctionne 1 heure par jour. C'est une honte. Parce que ça devrait fonctionner 24 heures par jour. Et donc vous avez la responsabilité, là vous n'allez pas salir de la vaisselle exprès. Hein. Par contre, aujourd'hui, les réseaux sociaux vous permettent de partager votre lave-vaisselle avec 23 autres familles qui vont faire fonctionner ce lave-vaisselle pendant 1 heure. Évidemment. Il est honteux qu'il y ait autant de voitures sur le parking devant ici. Je ne suis pas contre la voiture, hein, mais qui ne servent à rien et qui, effectivement, mobilisent de la ressource au moment où on est en train de nous dire « dans 100 ans, on est mort ». Donc il y a l'émergence de cette conscience qui commence à arriver. Et il va bien falloir qu'on travaille tout ça, que l'on traite tout ça. Mais ce modèle marketing dont je parle va évidemment exploser. Et beaucoup d'entreprises vont devoir d'ailleurs passer du produit au service. Parce que c'est plus tant le produit qu'on change qui va être déterminant, c'est le service qu'on apporte sur lequel on va générer de la valeur ajoutée. Et donc tout ça pose la question pour toutes ces entreprises de produits de grande consommation, eh bien l'évolution de leur modèle économique, évidemment. Donc une très grande anxiété qui nécessite de se poser la question de comment on va vivre demain compte tenu de ces modifications radicales, une évolution des paradigmes industriels liés à l'innovation
parce que le modèle industriel sur lequel les sociétés occidentales capitalistes étaient assis est en train d'exploser, et une révolution marketing sur le renouvellement des marchés. Alors ce qui est intéressant sur l'histoire du lave-vaisselle, c'est que évidemment on a ici à l'école un labo qui travaille sur les villes durables. Peut-être que demain on fera des immeubles dans lesquels il y aura des vastes espaces sur un étage de partage de services. Alors ça supposera qu'on change de paradigme, parce que vous vous souvenez, moi je suis dans une génération, quand on avait un lave-vaisselle, c'est qu'on accédait. Hein. Ma mère, elle n'avait pas de lave-vaisselle. Hein. Bon, elle n'avait même pas de douche, moi. Et bon, quand on avait un lave-vaisselle, on avait accédé à la middle class, c'est-à-dire on avait un peu réussi, quoi. Hein. Enfin, pour ma mère, c'était l'idée qu'elle en avait. Bon, donc ça suppose effectivement qu'on abandonne la propriété, qu'on se mette au partage, et c'est pas facile hein, nécessairement, parce qu'évidemment, il faut avoir été dans un camping pour savoir que quand on arrive à la machine à laver, c'est jamais le bon moment. On va construire les maisons totalement différemment. Le Covid nous interroge sur, je reviens sur Ville durable, le Covid nous interroge sur le travail à distance, distanciel. Alors, avantages, inconvénients. Alors, c'est compliqué cette affaire-là, parce que c'est bien de travailler chez soi, et puis on se rend compte qu'on a été capable de le faire pendant une période, mais c'est bien aussi de se retrouver en présentiel, le lien social et puis la performance. Mais il y a des enjeux derrière qui sont bien plus importants que cela. C'est-à-dire que si dans toutes les entreprises, le service comptabilité peut travailler de chez lui, et qu'on ne les voit jamais, est-ce qu'il est bien raisonnable de les salarier? C'est-à-dire qu'on aura peut-être tout intérêt, si je suis chef d'entreprise, à faire en sorte que de payer des gens à la mission, des micro-entreprises qui ne seront plus salariés nécessairement. Ça, ce sont des enjeux extrêmement importants. Maintenir le lien social, si vous construisez un immeuble demain, il va falloir des espaces de coworking, parce qu'on ne peut pas travailler de chez soi tout le temps. Il va falloir recréer à l'intérieur des immeubles des espaces entrepreneuriaux dans lesquels les gens vont travailler pour différentes entreprises, mais reconsidérer un lien social à l'intérieur même de leurs habitations, de là où ils habitent. Parce qu'on a besoin de ce lien social, je pense. Voilà. Donc peut-être que dans l'immobilier, on va énormément évoluer à cause de ce distanciel, de ce travail distanciel. Nous sommes dans l'éducation, nous incarnons nos formations par le lieu de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire de faire Subdeco Dijon si je suis à Amiens, que mon prof est à Marseille et que je ne vais jamais à Dijon? Qu'est-ce que ça veut dire que de faire Subdeco Dijon? C'est un vrai problème. Et donc on est en train de travailler autour de tout cela. À l'école de design, et je terminerai là-dessus, on a 4 labos. Celui-ci dans lequel vous êtes, sur lequel on travaille sur toutes les applications du numérique, la 2D, la 3D, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, les objets connectés, l'intelligence artificielle, hein, tout ce dont je parlais pour les avatars. J'ai vu un truc absolument extraordinaire récemment sur une boîte qui fait des représentations virtuelles via des pads, de représentation de la vie qu'il y avait dans les châteaux avant. Vous rentrez à Chambord, les personnes ont un pad, et comme il n'y a plus de mobilier, parce que tout a été, tout est tombé en ruine probablement, ou il y a très peu de mobilier, en fait le pad vous permet de reconstruire le mobilier d'alors, les gens, comment ils étaient habillés, etc. C'est absolument remarquable. On travaille sur des applications de cette nature-là ici. J'ai même vu un truc qui est totalement désespérant. Le type qui me l'a présenté m'a dit c'est parfait pour les touristes. À l'intérieur des bus à Paris, comme ils ne peuvent plus se garer,
il distribue des pads et quand vous passez avec votre pad devant un monument, vous pouvez voir par votre pad l'intérieur du monument. C'est totalement désespérant quand même, hein, mais bon, ça existe hein, quand même. Bon. Et voilà. Mais c'est absolument remarquable. Donc on travaille ici. On a un labo qui s'appelle Food Design. Alors là, il y a un enjeu extraordinaire, c'est qu'est-ce qu'on va manger dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec un enjeu fondamental, c'est comment on va nourrir 10 milliards d'habitants quand même. Hein. Avec des problèmes de représentation qui sont énormes. Vous prenez crevette, vous prenez un cafard, la crevette ça vous pose aucun problème, le cafard c'est un peu dur. Et pourtant les deux c'est très très vilain. Donc c'est uniquement un problème de représentation. Et la question qui nous est posée, très prosaïquement, c'est comment on va représenter le cafard pour qu'il devienne mangeable. Si d'aventure on devait substituer la viande aux insectes, les insectes à la viande, pardon. Comment on va nourrir 10 milliards d'habitants? Un troisième sur les villes durables, avec tous les problèmes de mobilité, alors vélo, pas vélo, vélo électrique, enfin tous les problèmes de la ville que ça pose, hein, avec tout un tas de problèmes connexes que l'on connaît à Paris, c'est-à-dire que Paris devient une ville très difficile pour les personnes âgées, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer à vélo. Et un quatrième département qui s'appelle CARE, santé, sécurité, urgence. J'ai parlé des problèmes médicaux avec les chaussures connectées, mais le parcours patient, des enjeux autour de la médecine ambulatoire, c'est-à-dire que quand il y a 10 ans, vous faisiez opérer d'un ménisque, vous passiez 3 jours à l'hôpital, demain vous allez rentrer à 11 h, à midi on va vous opérer, c'est un robot qui va vous opérer, je vous l'annonce, hein, avec peut-être d'ailleurs quelqu'un qui sera à Los Angeles en train de vérifier que le robot marche bien ou pas, et puis à 1 h, à 13 h, vous serez sorti de l'hôpital et tout le monde vous explique que le robot est plus précis que le chirurgien et qu'il n'y a aucune raison de penser le contraire. Voilà, alors ça fout un peu les jetons maintenant, mais une fois qu'il aura fait 1000 opérations, je pense que ce sera prouvé. Et puis, en termes de maladies nosocomiales, etc., il vaut mieux passer le moins de temps possible à l'hôpital, dans des zones d'infection. C'est ce que vous disent les médecins, hein. Moi je ne suis pas spécialiste de cette affaire-là. Donc on travaille sur toutes ces problématiques-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je voudrais conclure par une petite maxime pour revenir sur la morale et sur le rôle du designer. Un philosophe qui a défini, ou essayé de définir, mais comme beaucoup de philosophes, ce qui était de l'ordre de la morale et ce qui est de l'ordre de l'humanisme, de l'éthique. Hein? La morale, c'est Dieu. L'éthique, c'est la responsabilité humaine, humaniste, quoi. Et il y a des choses qui nous dépassent, c'est Dieu, et il y a des choses dont on est responsable, c'est l'éthique. Et Emmanuel Lévinas dit la morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim, la morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim, c'est vrai, après tout, on pourrait s'en foutre complètement. Hein. La morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim. L'éthique nous oblige à les nourrir. L'éthique nous oblige à les nourrir. Eh bien, nous sommes entre ces deux pôles-là, à la fois ce qui est de l'ordre de la morale, à la fois ce qui est de l'ordre de l'éthique. Je pense que le métier de designer est un métier profondément éthique, puisque l'enjeu, c'est de se poser la question de comment on va vivre mieux demain. Donc, je vous remercie beaucoup.